Les recommandations que je voudrais développer ont un objectif précis, c'est-à-dire animer le débat sur le livre de Thomas Piketty, et le texte que j'ai écrit a une dimension évidemment très polémique. Ce texte, je l'ai nommé « Un capital sans capitalisme », point d'interrogation. Il n'est pas aisé de parler d'une œuvre aussi considérable que celle que représente le capital du XXIe siècle de Thomas Piketty. Je ne dis pas ça simplement par convenance, mais parce que je pense en effet que ce livre a non seulement des implications majeures dans le champ de l'économie, mais aussi dans celui des sciences sociales et de l'histoire. Ce qui est ici en jeu, à travers l'analyse de 3 siècles, du XVIIIe à aujourd'hui, des phases de la dynamique d'accumulation du capital et d'accumulation du capital et de l'évaluation de la répartition des revenus et du patrimoine, c'est une tentative très importante de rendre compte de la régularité sous-jacente à l'histoire de pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et d'autres, le Japon aussi, mais aussi, par certains côtés, concernant les pays émergents. Régularité, et ce point est fondamental, une régularité qui ne nie en aucune manière la contingence historique, sociale, politique, militaire. L'économie, en ce sens, ne donne pas de loi à l'histoire des sociétés. Elle fournit seulement, et ce n'est déjà pas peu, une analyse des dynamiques qui explique l'accroissement ou la réduction de la répartition des richesses et donc des inégalités au sein des sociétés. Dès l'introduction de son livre, Piketty donne d'emblée ses 2 principaux résultats. Premier résultat, je cite, la première conclusion est qu'il faut se méfier de tout déterminisme économique en cette matière. L'histoire de la répartition des richesses est toujours une histoire profondément politique et ne saurait se résumer à des mécanismes purement économiques. Fin de citation. Ce premier résultat est lié, j'y reviendrai, à une remise en cause fondamentale d'un certain nombre de principaux, certains courants dominants de l'économie modélisée et mathématisée, qui prétendent d'une part à l'autonomie de l'économie par rapport aux sciences sociales et à l'histoire, et d'autre part qui prétendent déchiffrer le déterminisme immanent au développement des sociétés. En ce sens, Piketty, avec d'autres économistes en France et à l'étranger, en particulier en France, je ne citerai que 2 noms, mais il y en a d'autres, Michel Aglietta, André Orléans, chacun dans son sens propre, des économistes qui entendent refonder l'économie en la sortant de l'économisme où elle s'est enfermée. Le second résultat de ce livre, que Piketty donne d'emblée, dès le début du livre, consiste à montrer que, je cite, la dynamique de la répartition des richesses met en jeu de puissants mécanismes poussant alternativement dans le sens de la convergence, entendez de la réduction des inégalités, ou de la divergence, entendez l'accroissement des inégalités, et qu'il n'existe aucun processus naturel et spontané permettant d'éviter que les tendances déstabilisatrices inégalitaires ne perdurent. Fin de citation. Il y a là, bien entendu, une critique de la doctrine de l'autorégulation du marché qui, depuis Adam Smith, consiste à penser que la liberté des marchés produit spontanément et naturellement une convergence, c'est-à-dire une diminution des inégalités, et conduit au bien commun, et cela indépendamment de la volonté et de la conscience des acteurs du marché. Mais il y a autre chose, dans ce livre aussi autre chose. Et cette autre chose est précisément ce qui doit conduire à un examen philosophique de son contenu. Cette autre chose n'est pas un simple supplément accessoire, comme un complément en surplus
mais constitue le cœur de ce livre. C'est la question des inégalités au sein des sociétés. C'est par ce biais que les analyses de Piketty convoquent la réflexion philosophique, dans la mesure même où réfléchir sur la dynamique d'accroissement ou de réduction des inégalités implique une réflexion sur la justice sociale, sur le statut et le rôle de l'État et sur celui de la démocratie. Je cite, dès lors que le taux de rendement, Piketty vient d'expliquer, dès lors que le taux de rendement du capital dépasse durablement le taux de croissance et de la production et du revenu, ce qui était le cas jusqu'au XIXe siècle et risque fort de redevenir la norme au XIXe, le capitalisme produit mécaniquement des inégalités insoutenables, arbitraires, remettant en cause les valeurs méritocratiques sur lesquelles se fondent nos sociétés démocratiques. Fin de citation. Il y a ici non seulement un constat, mais aussi un appel à la responsabilité politique et au-delà à la responsabilité des citoyens. Les choix politiques, l'action des citoyens peuvent jouer un rôle déterminant dans le changement du cours des choses, en particulier dans la réduction des inégalités, ce que Piketty appelle la convergence. Cela est particulièrement souligné à propos du développement, dans le livre de Piketty, le développement et l'extension des connaissances qui constituent pour Piketty le facteur, je dis bien le facteur majeur de la convergence. Le livre, donc, convoque une réflexion philosophique au moins sur 3 points. Premièrement, l'analyse du devenir historique des sociétés humaines. Deuxième point, la considération de la structure et de la dynamique des inégalités dans les sociétés. Et troisièmement, la question de la justice sociale. Ce qui est interrogé ici, ce n'est pas comme chez Rousseau, par exemple, l'origine et les fondements de l'inégalité. Il ne s'agit pas de revenir à l'origine pour montrer comment la propriété privée est l'acte fondateur qui va plonger progressivement la société dans la division des classes sociales et dans l'antagonisme, dont l'issue premier sera, comme on sait, un pacte de dupes. Mais ce dont il s'agit, c'est du développement réellement historique des inégalités qui renforce la division des classes sociales, produisent des conflits aussi dramatiques que radicaux, en tout cas peuvent le faire, et aussi de la question de la manière d'en sortir pour autant qu'une issue est possible, pour autant qu'une sortie est possible. On passe donc de l'histoire conjecturale à l'histoire réelle, découverte ou lue à partir d'analyses statistiques, d'archives touchant la fiscalité et autres, pour une vingtaine de pays. On voit donc à quel point ce livre, à défaut d'être lui-même philosophique, ne saurait à aucun titre laisser le philosophe soucieux de son temps indifférent. Dans l'examen des implications philosophiques de ce livre, j'examinerai 3 points. Premièrement, le rapport entre capital et capitalisme. Deuxièmement, le rapport entre capital et travail. Et, à travers cet examen, ce que j'appellerais l'esquive de la théorie de la valeur. Troisièmement, la question des inégalités, abordée non seulement du point de vue économique, mais aussi politique. Ce dont il sera question ici, c'est du passage de la théorie à la théorie politique, en particulier dans la dernière partie du livre de Piketty et de ses implications philosophiques. Je commence donc par le premier point, capital et capitalisme. Chacun l'aura évidemment remarqué. Le titre du livre de Piketty, Le Capital au XXIe siècle, évoque le titre d'un autre livre, qui fut, en son temps, un véritable tremblement de terre, non seulement de la pensée, mais également de l'histoire contemporaine, je veux dire Le Capital de Marx. J'ai les deux à gauche.
Je ne sais si le titre du livre de Piketty, mais il va nous le dire, a été choisi par lui. Bon, il a été choisi par lui. Mais il pouvait l'être aussi par un éditeur particulièrement. Il a été choisi par lui. Bien, nous avons la réponse. Mais il est impossible, avec un tel titre, et même avec le contenu de ce livre, de ne pas poser la question de son rapport à Marx. Et cela d'autant plus qu'il me semble que le concept de capital chez Piketty, et il y a insisté un peu tout à l'heure, n'a pas le même sens que le capital chez Marx. Notons tout d'abord que Piketty aborde à plusieurs moments de son livre Marx. Je crois qu'on peut résumer son rapport à Marx, tel qu'il figure dans le livre, à travers deux considérations. La première consiste à montrer que Marx, à son époque, ne disposait pas des instruments statistiques qui lui auraient permis d'asseoir sa théorie du développement et de l'effondrement du capitalisme sur des connaissances fiables et sur une longue période. Or, cela est d'une grande importance, car Marx ne pouvait pas, avec les connaissances et les outils dont il disposait, élaborer des concepts qui lui auraient permis, de manière tout à fait différente, d'analyser la dynamique d'accumulation du capital et de comprendre en particulier et de remettre en question lui-même sa propre thèse, à savoir de la baisse inexorable et tendancielle du taux de profit. Laquelle, dit Piketty, est fausse. Autrement dit, la question de l'accumulation du capital. La théorie de l'accumulation du capital ne produit pas, par sa dynamique même, la perte du capitalisme, selon les deux modalités évoquées tout à l'heure par Piketty, soit par la guerre des capitalistes qui s'entretuent, soit par la révolution prolétarienne. Autrement dit, l'analyse marxienne des crises et des contradictions du capitalisme tient à ce que, en particulier, Marx ne pouvait pas disposer du concept de croissance structurelle. Je cite Piketty, on sait aujourd'hui que seule la croissance de la productivité permet une croissance structurelle à long terme, mais compte tenu du manque de recul historique et de données disponibles, cela n'a rien d'évident à l'époque de Marx. Fin de citation. Encore, la contradiction dynamique portée par Marx correspond à une vraie difficulté dont la seule issue logique est la croissance structurelle qui seule permet d'équilibrer dans une certaine mesure le processus d'accumulation du capital. Autrement dit, la croissance structurelle est ce qui permet à l'accumulation du capital et au capitalisme de s'effondrer sous la forme de guerre ou de révolution prolétarienne. C'est là le point central du rapport à Marx. Si l'on s'en tient là, il semblerait donc que, avec des instruments statistiques, et la mobilisation d'études diverses, d'archives fiscales et autres, Piketty ouvre un autre regard sur le capitalisme. Moins pour montrer qu'il va inévitablement s'effondrer, ce qui finalement serait une thèse optimiste, dans la mesure où elle annoncerait, comme chez Marx, l'inévitabilité de l'avènement d'une autre société radicalement différente, que chez Piketty, pour attester que la logique de l'accumulation du capital peut aller beaucoup plus loin qu'on ne croit. D'où les questions qui sont posées à la fin du livre, je cite, je ne cite pas, mais je résume, les fonds souverains alimentés en particulier par les revenus du pétrole vont-ils acheter une partie de la planète, si ce n'est la totalité, ou encore la Chine va-t-elle posséder le monde, le deuxième citation. Vision sombre de l'avenir. Mais Piketty n'est pas fondamentalement pessimiste, il n'est pas non plus optimiste, il marque simplement que nos sociétés
sont confrontées à une alternative qu'elles ne doivent pas esquiver. Je cite, « En ce début du XXIe siècle, certaines inégalités patrimoniales que l'on croyait révolues semblent en passe de retrouver leur sommet historique, voire de les dépasser dans le cadre de la nouvelle économie monde, porteuse d'immenses espoirs, ça c'est l'optimisme, fin de la pauvreté, et de déséquilibres qui le sont tout autant, à savoir les individus plus riches que les pays. » J'arrête cette citation-là. Donc ça c'est la version pessimiste. Il semblerait donc ici que Piketty, tout en reconnaissant le mérite de Marx, donne une interprétation différente de la dynamique du capitalisme. Cela est exact. Mais il n'en résulte pas pour autant que le concept de capital chez Piketty soit identique à celui de Marx. Pour Marx, en effet, comme on le sait, le capital renvoie à la structure et à l'analyse de la structure et de la dynamique du mode de production capitaliste, dans ce qui distingue ce mode de production du mode de production pré-capitaliste, antique, féodaux et autres. La première phrase du Capital de Marx dit d'emblée ce dont il va être question. Je la cite quand même. « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque collection de marchandises dont la marchandise individuelle serait la forme élémentaire. C'est pourquoi notre recherche commence par l'analyse de la marchandise. » Fin de citation. Première phrase du Capital. L'analyse de la marchandise et de l'échange des marchandises conduit chez Marx à la construction de la notion de valeur, laquelle est mesurée par le travail abstrait, par opposition au travail concret. À partir de là, Marx met en évidence une question fondamentale, un point fondamental du capitalisme, c'est-à-dire le fétichisme de la marchandise, qui renvoie au caractère social du travail qui produit les marchandises. Or, il s'agit là, pour Marx, de catégories propres à l'économie bourgeoise, c'est-à-dire à l'économie capitaliste. À partir de là, on passe chez Marx à l'analyse de la monnaie, de la circulation des marchandises et de la circulation des marchandises, et à la transformation de l'argent en capital et à la mise en place du concept de survaleur ou de plus-value, comme vous voudrez. Ce rappel n'a d'autre objet que de souligner que le capital chez Marx n'a d'autre fin que l'analyse du capitalisme dans son mode de production. Or, il semble que le concept de capital chez Piketty ait un sens à la fois plus large et plus restreint. Ainsi, à la question qu'il se pose à lui-même, d'ailleurs, qu'est-ce que le capital? Il répond, je cite, « Le capital est défini comme l'ensemble des actifs non humains qui peuvent être possédés et échangés sur un marché. Le capital correspond notamment à l'ensemble du capital mobilier utilisé pour le logement et du capital financier et professionnel. » Je saute quelque part. De ce concept de capital est exclu par Thomas Piketty ce qu'il appelle, et dont il récupère l'appellation capital humain, c'est-à-dire, je le cite, la force de travail, les qualifications, les capacités individuelles, fin de citation. On voit ici comment la notion de capital s'élargit. Elle ne concerne pas seulement le capitalisme, auquel cas il serait impossible de passer sous silence la catégorie de force de travail, ou de force productive. Le capital s'émancipe du capitalisme, il devient, chez Piketty, identique à la notion de patrimoine. Je cite, « Pour simplifier, nous utilisons les mots de capital et de patrimoine de façon interchangeable comme des synonymes parfaits. » Fin de citation. Le concept de capital peut donc être étendu aux économies non capitalistes.
Et Piketty le dit explicitement. Je cite, dans toutes les civilisations, le capital remplit deux grandes fonctions économiques. D'une part, se loger, et d'autre part, comme facteur de production pour produire d'autres biens et services. Fin de citation. Le capital, ainsi entendu, trouve à s'appliquer à toutes ces civilisations, au-delà non seulement des 3 siècles qu'il analyse, mais finalement pour toutes les civilisations, je le dis explicitement. Cela vaut non seulement pour le capital, mais même pour la notion d'accumulation du capital. Je cite, « Historiquement, les premières formes d'accumulation capitalistique semblent concerner à la fois les outils, silex, etc., les aménagements agricoles, clôture, irrigation, drainage, ainsi que des rudiments d'habitation, grottes, tentes, cabanes, etc., avant de passer à des formes de plus en plus sophistiquées de capital industriel et professionnel, et de locaux d'habitation sans cesse plus élaborés. » Fin de citation. Autrement, le concept de capital ne concerne pas que l'économie en régime de fonctionnement capitaliste. On peut même aller plus loin, en suivant toujours la lettre de Piketty, lorsqu'il énonce ce qu'il appelle la première loi fondamentale du capitalisme. C'est ce dont il parlait tout à l'heure. Alpha égale R multiplié par bêta. Il vous expliquera ce que ça veut dire, c'est assez simple. Il écrit la chose suivante, je vais directement au fond de la